il y a 1,4% des entreprises de l'industrie agroalimentaire qui ont 83% du bénéfice et 82% des salariés. J'ai entendu récemment des gens de la République En Marche dire « l'Europe, c'est la paix ». Ça dépend ce qu'il appelle la paix. L'Europe, c'est la guerre économique. C'est le réseau bancaire qui tue les paysans. C'est les coopératives, l'agroalimentaire qui tue les paysans. Edgar Pisani, qui avait été le fondateur de la politique agricole commune dans les années 62, avait dit quelques années avant de mourir, soit une politique agricole a fonctionné et il faut savoir la faire évoluer, soit elle n'a pas fonctionné et il faut savoir en changer. Là, on y est. On y est. Bonjour Philippe, nous voilà sur ton exploitation pour parler cash de l'agriculture. C'est rare qu'on parle cash de l'agriculture et qu'on dise vraiment ce qui se passe avec toute la terrible chose qui s'est passée. C'est à la fois une tragédie, je pense, et c'est en même temps une farce. C'est terrible. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé et comment en sortir? Je crois qu'on a commencé par ça pour mettre les choses sur la table dès le départ. Donc, bonjour Jacques, merci d'être venu sur mon exploitation. Donc, oui, c'est une farce qui s'est passée ces dernières semaines, qui s'est terminée comme depuis plusieurs décennies se sont terminées toutes les grandes manifestations, puisque depuis surtout les années 60, il y a une cogestion entre le syndicat FNSEA et les gouvernements successifs, gauche comme droite. Donc, au lieu d'aller au cœur du sujet, au cœur du réacteur, qui est le revenu des paysans, et retoiletter un modèle agricole vertueux pour l'environnement et qui tire l'agriculture, la paysannerie vers le haut, avec de vraies rémunérations et l'arrêt des souffrances dans les campagnes, ils ont fait diversion, c'est tout l'art des politiques, comme tous les autres l'ont fait avant Macron, parce que ceux qui étaient avant Macron ont fait pareil. Ils ont dévié la trajectoire vers les normes, un peu l'agribashing, les tracasseries administratives. Ils ont enlisé le débat pour éviter de répondre sur le fond. Si on regarde le gouvernement, les syndicats, au-dessus, il y a la tutelle des marchés financiers, qui est le véritable pouvoir. Oui. C'est de cela dont on veut parler. Et ces marchés financiers, on peut voir l'illustration. C'est Rousseau, Le Sueur, Avril et l'agrobusiness. C'est pas qu'on envie que le Français moyen, quand il pense à l'agriculture, ce que chacun d'entre nous pense, ce qu'est l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'elle est l'agriculture et pourquoi elle souffre? L'agriculture, elle souffre parce que de 45 aux années 60, il y a eu des tickets de rationnement jusque dans les années 50. Ça n'a pas été tout mal, je dirais. La FNSEA a été créée en 46. Elle est née de la CGA, de la Confédération Générale de l'Agriculture, où on a regroupé les mutuelles qui sont devenues Groupama. Il y a eu la mutualité sociale agricole, qui est notre régime social, qui est notre sécurité sociale à nous, qui est sous le régime de la sécurité sociale d'ailleurs. Et entre 46 et aux années 60, on va dire, je ne sais pas si on peut beaucoup critiquer, voilà. Mais à partir des années 60, avec Edgar Pisani, la politique agricole commune, là, on a été vers une forte restructuration de la paysannerie des années 60 aux années 80, accompagnée d'un début de restructuration des outils de l'agroalimentaire, des coopératives. Et puis, il y avait des millions de paysans. La paysannerie avait une concurrence sur les territoires, c'est que des gens allaient travailler dans l'industrie. Il y avait beaucoup de gens dans les fermes, mais tous les enfants ne pouvaient pas forcément non plus rester dans la ferme. Donc, des gens ont été dans l'industrie. Ça a été les années des remembrements, le début des années des remembrements, où il était utile, parce qu'il y avait besoin de refaire un peu les parcellaires qui étaient trop petits. Par contre, il y a eu des exagérations, évidemment, trop d'arrachage de haies. Et puis, des années 80 aux années 2000, la restructuration à marche forcée des paysans a continué, avec également la restructuration des outils de transformation. Il y avait beaucoup de coopératives de collecte qui se sont transformées en outils agroalimentaires, et on a convergé vers des oligopoles. Et depuis 2000, de 2000 à 2024,
On n'est plus du tout là-dedans, on est dans une financiarisation de l'agriculture. Pour imager ça, en 63, il y a eu la création d'Unigrain, qui est une plateforme des céréaliers de la FNSEA. Et Unigrain, c'est une multinationale qui a 1 milliard d'euros qui voyage à travers le monde. Ils ont 950 millions d'euros de fonds propres. Donc ils sont sur tous les continents. Ils ont mis de l'argent dans la boulangerie, dans la restauration, dans les brioches, dans les glaces, dans tous les circuits agroalimentaires, voire même les transports, les sociétés de transport, les laboratoires. Et puis après, il y a eu les grandes étapes. Après, il y a eu, suite à l'embargo américain en 1978, il y a eu la création de Sophie Protéol qui s'appelle maintenant le groupe Avril. Le gouvernement de l'époque de Valéry Giscard d'Estaing avait demandé à la FNSEA de faire un plan protéines, ce qui était utile. C'était une très bonne initiative. Donc à l'époque, la FNSEA a fait ce plan protéines. Ça s'appelait Sophie Protéol, ça s'appelle le groupe Avril aujourd'hui. Et avec ce groupe Avril, là, c'est devenu une multinationale aussi, comme Unigrain. C'est une multinationale qui est dans une trentaine de pays dans le monde. C'est Arnaud Rousseau, aujourd'hui, qui est président. Avant, ça avait été Xavier Belin. Alors là, c'est les agrocarburants, c'est les huiles, c'est le numéro 1 de l'alimentation du bétail en France. C'est le groupe qui fournit une partie des aliments du bétail au Brésil. Ils vont devenir bientôt leaders au Brésil. Ça veut dire que les animaux d'Amérique du Sud qui sont dans nos assiettes, ils sont nourris par la société du groupe Avril. Ils nourrissent des animaux en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est tentaculaire, ça, le groupe Avril. Tentaculaire, avec beaucoup de cogestion avec l'État, avec de l'argent distribué pour les méthaniseurs, les agrocarburants, avec les gouvernements Juppé et autres. Et puis après, en 2000, là, pourquoi financiarisation de l'agriculture? C'est qu'à partir de 2000-2001, il y a un groupe, c'est un regroupement de coopératives, de plus de 200 coopératives, qui s'appelle InVivo. Donc InVivo, c'est les chaînes de distribution. Alors InVivo, c'est les magasins gamme verte, Delbar, Jardiland, Café de Paris. C'est dernièrement une tentative d'acquisition du groupe Casino, avec Xavier Niel, Mathieu Pigasse, Alexandre Zouhari, des financements croisés avec les barbares de Wall Street, KKR, etc. Donc, une start-up d'InVivo qui est rendue au sommet de Davos. Donc là, on n'est vraiment plus du tout dans la paysannerie. On est dans une financiarisation de l'économie comme c'est dans l'industrie, je dirais. Comme ça peut être dans le pétrole ou dans... On est devenu une économie comme les autres. Alors, je vais essayer de résumer l'histoire. On est en 1959-60. Oui. Ma cousine Colette et son mari ont 5 ou 6 vaches. Oui. Pour pouvoir continuer à vivre et avoir suffisamment de revenus, ils doivent en avoir 10, ils doivent en avoir 15, 20, 30. Pour ça, ils doivent emprunter. Ils ont emprunté. Ils arrivent à un moment où ils ont 50, 100 vaches. Voilà. Pour eux, ça marche. Oui. Et après, il arrive à quelque chose d'autre. Ils ont ces 100 vaches, ils doivent continuer. Et à ce moment-là, le prix de ce qu'ils vendent n'est plus rémunérateur. Non. Ils ont la crise. Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Et qu'est-ce qui arrive aux grands céréaliers de la Beauce ou aux fermes des 1000 vaches ou des 500 vaches ou des 300 vaches qu'on a vu apparaître après? Qu'est-ce qui arrive? Eh ben, la situation d'aujourd'hui, c'est que 80% des agriculteurs gagnent moins du SMIC brut, chiffre INSEE et MSA, Mutualité Sociale Agricole, et 20% gagnent plus du SMIC, gagnent 2000, 3000, 4000 et plus mensuels. Et bizarrement, dans les 20% qui gagnent bien leur vie, et tant mieux pour eux, ce sont des gens qui ont leur facture. C'est-à-dire qu'ils stockent, soit ils ont des céréales, ils les stockent chez eux, ou ils les stockent à la coopérative, mais ils déclenchent la vente eux-mêmes le moment opportun, ou c'est des grands vignobles qui font leur vinification. Mais alors ces gens-là font 3 métiers, quelque part. Ils sont producteurs, ils font la vinification, ils mettent en bouteille, et ensuite ils sont commerçants. Et ils passent un temps, moi j'en ai vu des céréaliers, près de Bourges, qui passaient leur temps avec leur ordinateur à voir ce qui se passait sur le marché de Chicago. Tout à fait. Mais le viticulteur fait 3 métiers, producteur, vinificateur, commerçant. Le céréalier fait 3 métiers aussi. Il produit, il stocke
et après il a sa casquette de commerçant sur ordinateur. Et on retrouve dans les 20% des gens, j'arrondis, hein, après on peut trouver ici ou là, quelques fermes qui transforment des yaourts, ou le comté par exemple, le comté ou le maroilles, des gens qui transforment aussi, qui peuvent être dans ce créneau-là au-dessus de 2000 euros. Mais alors après les 80%, eh ben c'est intéressant, parce que les 80%, ils font pas leur facture. C'est la coopérative, l'industrie agroalimentaire qui fait la facture. Qui gère les volumes, qui gère les vides sanitaires, qui gère les importations et qui gère les exportations. Et donc du coup, de mon grand-père, où on est ici, on est dans la maison de mon grand-père, en 1953, il élevait une famille de 5 enfants avec 5 hectares et 5 vaches. Donc mon père a pris en 53, jusqu'en 88, il a élevé une famille de 5 enfants avec 30 vaches laitières, il a élevé sa famille. Et moi, j'ai plus d'une centaine d'hectares, j'ai 2 enfants, et l'endettement n'a aucune commune mesure avec mon grand-père et mon arrière-grand-père, puisque des années 80, sur la moyenne de la ferme France, il y avait un endettement de 50 000 euros par exploitation. On est aujourd'hui à 250 000 euros. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi comme les autres, hein, le monde agricole, je produis 30 fois plus que mon grand-père. C'est-à-dire que mon grand-père avait 5 vaches, moi, j'en ai 80 ou 85 ou 90. Mais à côté de ça, mon grand-père, il faisait des vaches. Mais moi, à côté de ça, je suis capable de faire du maïs, de vendre du blé, de faire de la viande bovine. Enfin, je veux dire, on a fait des gains de productivité multipliés par 30. Et tous ces gains de productivité-là sont tombés dans la poche de l'industrie agroalimentaire, les intermédiaires, puis en bout de parcours, la grande distribution. Alors, si on regarde en perspective sur cette époque-là, comment on s'est fait cette transition dans l'agriculture, ce que tu dis aujourd'hui, c'est qu'à peu près sans les subventions, sans la PAC, sans tout ça, c'est pour ça qu'on dit que les agriculteurs sont assistés, seuls, moins de 10%, 6, 7, 8, 10% pouvaient survivre. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on les a mis sous dépendance et comment ça s'est fait? Alors, ce qui est important qu'il faut que je rajoute dans le schéma que j'ai dit, aujourd'hui un endettement moyen de 250 000 euros par exploitation, un âge moyen de 51 ans et 4 mois, les conditions de travail sont meilleures que nos parents et nos grands-parents. Parce qu'il y a le progrès, il y a des robots de traite, il y a des tracteurs modernes, il n'y a plus cette charge, la charge physique est moins dure. Encore plus dans la vigne. Comme mes grands-parents, dans la vigne, ça c'est bon, alors c'est encore dur, le maraîchage est dur. La taille de la vigne l'hiver encore, aux intempéries et tout, c'est encore physique. On va pas dire que c'est pas physique. Mais c'est moins dur physiquement qu'étaient nos parents, nos grands-parents. Par contre, la charge mentale, ramenée sur chaque individu, elle est terrible. La pression bancaire sur chaque individu. C'est-à-dire on est moderne, mais on a une charge mentale, ça pète les plombs. Et ce que tu as dit, je pense, très important, c'est que cette charge mentale n'est pas seulement vécue comme personnelle, elle est vécue comme la suite de toute une histoire familiale dans laquelle on est arrivé là. Oui. Pourquoi il y a plus de suicides? Il y en a plutôt 2 par jour, ça on le sait, dans le monde agricole, plus que chez un boulanger, un maçon, un plombier ou un patron de PME. C'est tout simplement parce que la plupart des agriculteurs, ils l'ont pris derrière leurs parents, grands-parents. C'est des fermes familiales, de génération en génération. Et les parents sont cautions, les parents ont souvent gardé des parts dans les bâtiments, dans les terres, voire les frères et sœurs ont des parts quand les parents ont fait les partages dans le foncier, dans les terres, à travers des GFA, groupements fonciers agricoles. Et quand l'agriculteur il voit qu'il va déposer le bilan, il va retourner l'arme contre lui, parce qu'en déposant le bilan, il va entraîner sa famille. Il va entraîner ses parents qui sont cautions ou qui ont des parts dans la société ou dans les terres. Il va entraîner ses parents et il va se dire oh, mon grand-père a bien vécu dans la ferme, mon arrière-grand-père, mon père, etc. Et moi, je dois aller déposer le bilan. Donc en fait, c'est de ma faute. Donc il va se détruire parce qu'il va entraîner sa famille, l'affection familiale. C'est ce qui pousse cette charge mentale, cet endettement moyen de 250 000 euros avec des revenus quand même un peu plus de 40% en dessous du RSA, qui est à 599 euros aujourd'hui, des agriculteurs avec la prime d'activité.
Un agriculteur qui travaille 7 jours sur 7, il remplit un formulaire pour toucher la prime d'activité. D'ailleurs, il y a une petite boutade. Les premiers formulaires, quand ils sont arrivés pour la prime d'activité, il y avait pas de casse pour les agriculteurs. Parce que quand on disait qu'on était patron, ils disaient, attendez, si vous êtes patron, vous êtes agriculteur, vous n'avez pas la prime d'activité. Si, madame. Moi, j'ai 800 € par mois, je demande la prime d'activité. Donc, je veux dire, on marche complètement sur la tête. Mais si on enlève les subventions, toutes les subventions, parce que le coût agricole sur l'ensemble du pays, c'est l'équivalent du salaire médian. À peu près 2 000 €, 1 970 €, multiplié par 53 millions d'adultes. Pourquoi? C'est payé par les contribuables. Là-dedans, je mets les 8 milliards de la PAC, les 1 milliard d'aide à la production, la sécurité sociale qui nous met 5 milliards d'euros pour financer notre régime social, les 5 milliards d'euros de l'État, les subventions qui vont aux coopératives, toutes les subventions qui vont quand on construit des bâtiments, des plans d'eau, l'impact sur l'environnement, le traitement de l'eau. C'est un gouffre. La vraie question, c'est que le prix, dans quoi on vend ce qu'on produit, n'a plus rien à voir avec ce qui permet de vivre. Il est complètement déconnecté. Alors pourquoi on a mis en place toutes ces subventions-là? C'est parce avant 92, ils subventionnaient ce qu'on appelle les organismes stockeurs. Donc pour faire vite, c'était les grosses coopératives et les entreprises privées qui avaient des subventions pour être compétitifs sur les marchés internationaux. Et à partir de 92, ils ont encore des subventions, mais il y en a une partie qui a été détachée pour les agriculteurs et qui a été ramenée sous forme de prime PAC à l'hectare. Chaque hectare de terre touche une prime. Et ça a été destiné pour nous emmener sur les marchés mondiaux contre les Américains, les Indiens, les Chinois, tout ça. Donc le but du jeu, c'était de baisser les prix au maximum, la théorie de Ricardo des avantages comparatifs, et de nous envoyer sur les marchés mondiaux. Alors après, quand les gens disent... De vous doper pour que vous ayez les avantages apparemment comparatifs. Voilà, j'entends souvent des politiques dire, j'ai entendu récemment des gens de la République En Marche dire « l'Europe c'est la paix ». Ça dépend ce qu'il appelle la paix. L'Europe c'est la guerre économique, parce qu'on se tue entre nous. Quand il y a 2 suicides par jour, quand il y a autant de pauvreté dans les pays européens, alors c'est pas la guerre, certes avec des fusils, mais c'est le réseau bancaire qui tue les paysans, c'est les coopératives, l'agroalimentaire qui tue les paysans. Lorsqu'on dit on est en paix avec l'Allemagne, quand les Allemands avec Madame Merkel, ils ont mis en place la politique de l'offre, qu'elle a développé la méthanisation, les méthaniseurs en Allemagne, pour que les producteurs, les agriculteurs allemands vendent de l'énergie à travers les méthaniseurs, ils ont trafiqué le coût de rachat du méthane au gouvernement allemand, et avec ce phénomène-là, ils ont baissé le prix des produits agricoles, puisque le type, il vendait du méthane, il pouvait vendre son lait moins cher. Donc, on a des compétitions comme ça, exacerbées, qui détruisent les paysans, parce qu'en fait, on se détruit entre nous. Parce que nous, quand on dit qu'on gagne pas notre vie, moi, j'ai des contacts avec des Allemands, des Hollandais, des Danois, ils sont pareils que nous. C'est-à-dire qu'une année, il y en a un, il va avoir 1 300 €, on va dire, tiens, il y a 1 300, moi j'ai que 1000. L'année d'après, moi j'ai 820, et puis on rappelle le collègue allemand, il dit, moi cette année, je vais avoir que 774 de prélèvements mensuels. On est tous à la même et on appelle ça le libre-échange, et en réalité, c'est un libre-échange avec des monopoles. Tu avais dit quelque chose de très intéressant sur le marché du veau en Europe. Oui, au fil du temps, comme les industries, les coopératives, les industries agroalimentaires se sont regroupées en oligopoles, donc d'ailleurs un journaliste m'avait fait une réflexion il y a une dizaine d'années au Salon d'agriculture, il m'avait dit, cette économie ultralibérale, si vous voulez être en rapport de force autour de la table, il y a 4 centrales d'achat, il y a quelques oligopoles de l'agroalimentaire, faudrait que vous soyez 4 autour de la table. Un ferait les céréales, l'autre ferait la vigne, l'autre l'élevage, l'autre le maraîchage et l'autre l'horticulture. Vous venez à 5, il y a 5 fermes en France, et puis vous dites, voilà, on est 5, moi j'ai le vin, l'autre il a toutes les volailles, l'autre, et puis voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc là, on est dans la débilité, là. Et là, c'est la perte du sens du collectif,
c'est la perte du sens social commun, c'est la perte du bien commun, faut le dire, et c'est toute la réduction à un modèle où c'est la guerre de tous contre tous, tout en étant chaque fois moins. C'est ça. Parce qu'en fait, donc il y a 4 centrales d'achat. On sait très bien ce que sont devenus tous les petits magasins ou toutes les petites PME, un peu comme dans nos campagnes, toutes les petites stations essence qu'on avait partout, tous les petits commerces, ils ont été balayés. Et ben de la même sorte pour la vente, les 4 centrales d'achat, et après nous pour l'agroalimentaire, il y a 1,4% des entreprises de l'industrie agroalimentaire qui ont 83% du bénéfice et 82% des salariés. Donc il y a quelques acteurs. Si on fait des veaux, il y a 2 acteurs dans l'Europe. Il y a le groupe Vendry qui a les abattoirs, lui il a tous les abattoirs, et le groupe Denkavit qui a la position de vie et de mort sur les paysans. C'est-à-dire que les veaux, il y a des moments où les gens tuent les veaux dans les exploitations parce qu'ils valent 0 ou ils valent 20 euros. Et pour vendre un petit veau à un mois, aujourd'hui, en 2024, il faudrait le vendre au minimum 250, 300 euros. Et un veau, ça vaut des fois 20 euros, des fois 10 euros, des fois 100 euros. Mais même quand il vend 100 euros, il y a un coût de revient à 250 euros. On mange 150 euros par veau. Parce qu'il y a 2 Hollandais qui sont en situation d'oligopole, qui ont les veaux d'élevage, là, ce qu'on appelle les veaux en batterie, et ils ont la main. Et si on fait on prend la viande bovine, c'est Bigard, Jean-Paul Bigard qui a la main sur les abattoirs, viande bovine, pareil en porc, parce qu'il est majoritaire dans les abattoirs de porc. Si vous faites du lait, vous avez 2 acteurs qui font 11 milliards de litres sur 23, c'est Lactalis et le groupe Sodial, qui est une coopérative en cogestion avec la FNSEA. Si vous faites des volailles, c'est le groupe LDC, Lambert, Dodard, Chancerolles, qui sont dans la Sarthe, juste à côté d'où était François Fillon, leader européen des volailles, qui sont en ce moment, c'est les oligopoles qui mettent la main sur les paysans, mais aujourd'hui, ils sont eux-mêmes pris à leur propre piège avec le milliardaire ukrainien, le roi du poulet. Parce que le roi du poulet, il arrive encore à faire un produit moins cher qu'LDC. Donc ça veut dire qu'on se tue, nous, entre paysans, entre les paysans européens sous la coupe du groupe LDC contre ce milliardaire ukrainien. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la concurrence asservie et faussée, qui règne partout. Elle règne entre les pays européens et le reste du monde. Elle règne tout autant au sein de l'Union européenne. Oui, parce que il y a beaucoup contrairement, on dit les produits viennent de l'autre bout du monde. Il n'en vient. Ils servent de produits d'appel, ils servent de produits de référence. Parce qu'en fait, dans cette économie mondialisée, ce qu'a tué les paysans, moi je le dis toujours, alors on peut discuter sur les normes, c'est normal d'harmoniser les normes, ça là-dessus tout le monde est d'accord. Ou la tracasserie administrative, mais ça représente rien. Ce qu'a tué les paysans, c'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Surtout des capitaux. Alors ça, nous, notre mouvement, dès 1986, l'acte unique, on avait dit libre circulation des biens, des services, des capitaux et des êtres humains, c'est la fin de la souveraineté nationale et c'est la fin de la justice sociale. Ah oui, parce que du coup, ça devient l'exportation du chômage, la mise en compétition des individus avec des travailleurs pauvres, avec des travailleurs détachés, avec des gens ou les pays pas très loin de chez nous où il y a des SMIG à 300 euros, alors que la Suisse, le SMIG, il a plus de 2000 euros, 3000 euros. Sans parler du faux bio en Espagne ou en Italie. Sans parler des faux bio et tout ça. Donc cette mise en compétition détruit les paysans parce qu'en fait, les centrales d'achat et les oligopoles de l'agroalimentaire, ils se renseignent des prix qu'il y a autour de l'Europe et dans le monde. Via les réseaux informatiques, c'est facile de voir le prix des denrées. Et ils nous mettent en compétition sur un commerce dit mondialisé, qui représente environ 870 milliards d'euros sur les 2500 milliards d'euros du produit de la France, c'est-à-dire l'agriculture, et puis les voitures, certaines PME sont mis comme ça dans la tourmente d'un genre d'une compétition mondialisée. Et nous, après, dans nos pays respectifs, qu'on soit français, belges ou italiens,
quand on travaille dans nos exploitations, vous comprenez bien que quand le comptable vient chez moi, quand le vétérinaire vient chez moi, quand le mécanicien vient chez moi, lui, il est sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé. C'est-à-dire que lui, il a des charges franco-françaises, il a des salariés, il a un code du travail. Donc lui, il vient, il dit, Monsieur Grégoire, voilà, j'ai passé 3 heures chez vous, 3 heures à 70 € de l'heure, tac, ça fait tant. Sauf que moi, mon litre de lait, déjà, j'ai pas la facture. C'est Lactalis ou les grosses coopératives qu'on la facture. Mais si je dis, moi, mon litre de lait, c'est 63 centimes, on va me dire, non, c'est pas possible. Parce que moi, on a regardé, là, en Pologne, on en trouve à 32 centimes 8, et puis, etc., etc. Donc, à partir de là, on est fusillés, nous. Mais le prix n'a absolument aucun sens. C'est aberrant de traiter l'agriculture en fonction d'un prix qui est basé sur un prix mondial qui n'existe pas, puisqu'il est complètement atomisé selon les pays, les conditions de concurrence, les rapports de force, et joué de ce point de vue-là. On arrive à la situation où, je ne sais pas, je crois que c'est Avril, investi au Brésil, dans la filière de l'huile et du poulet maintenant. Oui, Avril, oui, ils ont investi dans le poulet, ils ont une fabrique d'aliments au Brésil, ils ont In Vivo, qui sont des gens de la FNSEA, ils ont une compagnie aérienne, un avion de 34 places, qui vend du vin de la société du groupe Cordier dans les avions. Parce que les oligopoles peuvent placer des capitaux sur les continents pour déjà utiliser les salariés, exploiter les salariés et les paysans. Mais en fait, dans le monde, il n'y a qu'une dizaine de pays, 10-12 pays, qui peuvent de façon régulière exporter. C'est pas dû à tout le monde, la Suisse ne peut pas. Donc c'est le Brésil, les États-Unis, l'Inde, la Chine, nous la France, la Nouvelle-Zélande. Et donc les surplus qui viennent sur les marchés internationaux servent de prix de référence. Alors parfois, quand il y a des échanges importants, mettons, entre la Chine et l'Inde, des échanges entre deux pays, ça peut servir de prix de référence, alors qu'au niveau planétaire, ça représente peut-être 6-7% des échanges. Mais ça sonne le là, et ça donne un prix de référence si un Belge, il veut vendre une vache à un Italien. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir comme nécessaire des accords ou des contrats à long terme pour certains produits, entre différents pays, qui permettraient de stabiliser les marchés? Si, pour stabiliser pour moi, dans les propositions, il y a 2 étapes. Il y a les étapes, la première étape qui en plus répond à l'environnement et qui rentre dans un cadre très vertueux, c'est de travailler à l'échelon des territoires, je pense à l'échelon du département, voire du canton, avec les élus, pour faire des circuits, ce qu'on appelle des circuits courts, produits locaux et bio, avec des petits outils de transformation, qu'on reste franco-français. Et ça coûtera moins cher et ça permettra de garder nos emplois et nos économies. Sinon, on perd tous nos emplois et on perd notre souveraineté. Et puis après, au niveau international, c'est fonctionner sur la base de la charte de La Havane, de la coopération entre les États et non du libre-échange. Ça veut dire qu'on vend à notre coût de production, donc on garde nos emplois, on rémunère nos salariés, on garde notre sécurité sociale, on garde nos conditions sociales. Et quand on va vendre à ces pays-là, l'Inde ou autre, la partie pour laquelle on fait des échanges, ils peuvent très bien nous renvoyer de l'industrie ou de la marchandise à leur coût de production à eux. Il n'y a rien qui nous interdit de faire ça. On appelait cela à un certain moment le prix de parité, ce qui voulait dire, d'une part, produire suffisamment pour permettre à la production de continuer, plus d'investir pour rendre cette production mieux organisée, plus rentable, avec des technologies plus modernes. Oui. Donc, c'est plus qu'un prix plancher, c'est un prix de parité, c'est un prix juste prix. La coopération me paraît, alors, faut démarrer pour moi avec un groupe de pays, parce que bien entendu, il y en a toujours qui sont tentés par la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Le problème de David Ricardo, quand avec l'Angleterre, il partait sur ces schémas-là économiques, il partait du principe que lorsqu'il y avait un pays qui était mieux disant, fallait mieux lâcher soit l'industrie ou l'agriculture et faire une industrie de service, ce pourquoi on était le plus performant.
La spécialisation. Le problème de la spécialisation, c'est que si on part dans la spécialisation, on dit demain le Brésil, ils ont un potentiel énorme, ils peuvent faire 3 récoltes par an. Donc le Brésil va nous fournir le soja, va nous fournir la viande, la déforestation. Le Brésil, à lui tout seul, il peut envahir une partie de la planète avec ses productions agricoles. Il va se spécialiser. Mais si on laisse faire ça, nous, on a déjà perdu notre industrie, on est à 9%, on va perdre notre agriculture, notre souveraineté, on va produire quoi comme richesse? Un pays ne peut pas avoir qu'une richesse, une économie tertiaire de services. C'est pas possible. Et c'est là que l'économie doit se situer dans ce contexte, et l'écologie, elle aussi. Parce qu'on ne peut pas penser l'écologie comme quelque chose qu'on imposera de la même façon partout. Non. C'est absurde. Et on ne peut pas penser non plus à ne pas tenir compte des conséquences de ce qu'on fait dans la production. Les agriculteurs sont les premiers écologistes, quelque part. Ce qu'il faut pour que les agriculteurs répondent présents à l'entretien de la nature, ne jamais oublier que les agriculteurs, ils nourrissent la population et ils entretiennent la nature gratuitement. On a 27 millions d'hectares à la PAC, on a 3 millions d'hectares de landes et on a 1 100 000 hectares en friche. En friche. Ils sont en friche parce qu'il n'y a plus de rentabilité économique. Et c'est vrai dans tous les pays européens, hein. Et en fait, on manque pas de surface quand ils disent qu'est-ce qu'on va devenir, on pourra plus nourrir la France ou plus nourrir le monde. Dans le monde, on cultive que 5 milliards d'hectares. Oui, il y a le potentiel. Il y a la République démocratique du Congo, où il y a 50 millions d'hectares qui sont pas cultivés. Il y a la Russie. C'est pas un problème d'espace. C'est un problème de modèle économique qui détruit le paysan. C'est pas le libre-échange libre et non faussé. C'est tout l'inverse. Il est totalement faussé. C'est un asservissement des paysans et après, par répercussion, je dirais, à la masse salariale. Parce que automatiquement, je vois le problème qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture. Les gens disent, en agriculture, on a un problème, les Français ne veulent plus travailler, on peut plus embaucher des gens dans les exploitations, les gens ne veulent pas venir travailler, ramasser les pommes, la vendange, tout ça. C'est pas qu'ils veulent pas venir travailler. C'est que dans les autres secteurs d'activité, s'ils vont chez Bouygues, chez Vinci, dans le bâtiment, dans le secteur tertiaire, les rémunérations, elles sont bien plus alléchantes. Donc, un jeune couple aujourd'hui n'a pas espoir de travailler pendant 40 ans comme salarié dans des fermes en étant payé le SMIC. C'est pas imaginable, ça. Donc, si on veut attirer des jeunes talents, faut les rémunérer, qu'ils soient exploitants ou qu'ils soient salariés. Donc, faut redéfinir la chaîne de valeur. Et pour redéfinir la chaîne de valeur, il faut encadrer le libre-échange et ensuite, à l'intérieur des pays, faut encadrer le monopole de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Parce que même, il faut revenir à une planification indicative dans laquelle tous ceux qui produisent et tous ceux qui consomment se réunissent et déterminent quel pourrait être un juste prix, un prix de parité, et ensuite l'État soutient cela. Or, Egalim, que penses-tu d'Egalim par rapport à ça? Egalim, ça a été une farce. Egalim, ça n'a jamais été appliqué parce que pour les téléspectateurs qui connaissent pas, en fait, Egalim, l'idée au départ était pas forcément, on peut pas critiquer Macron sur le lancement des États généraux de l'alimentation. Simplement, je pense qu'il était amateur dans le domaine. Il savait pas que le ministère de l'Agriculture, c'était la FNSEA. Et quand a fallu donner les prix réels du départ des exploitations pour reconnaître, parce que le but d'Egalim, c'était de dire, faut redonner de la valeur ajoutée aux paysans. Faut quand même rappeler que sur un caddie, vous faites vos courses, messieurs, mesdames, sur un caddie de 100 €, il revient 6,50 € à l'agriculteur. 6,50 €. Bon. L'agroalimentaire fait de 35 à 53% de marge et la grande distribution 18 à 20. Bon. Puis après, il y a tous les intermédiaires, la logistique. Bon. On devait partir du prix de l'exploitation. Je prends l'exemple, le lait. Le lait, c'est 63 centimes pour vivre dignement. Avec du lait. Juste prix de revient. Avec rémunération comprise. Oui, 63 centimes. La FNSEA et les interprofessions, ils l'ont donné 45. Donc déjà, et à l'intérieur des 45, après l'industrie agroalimentaire, les coopératives gérées par la FNSEA et Lactalis, ils ont détricoté ça
Ils ont dit, bah oui, mais nous, vous comprenez, dans 1 litre de lait, il y a une partie qui est valorisée en beurre poudre, donc ça part à l'international, donc ça sera le prix mondialisé, 32 centimes 8. Et puis on a 20% qu'on valorise sous forme de fromage, mais les fromages sont concurrencés par le Gouda, les marques de fromage allemand, hollandaises, donc là on pourra pas donner 45 et tout. Donc ils ont tout détricoté. Et puis après, dans ces schémas-là, vous avez des gens qui s'engouffrent dans la brèche pour faire du business. Par exemple, des marques comme C'est qui le patron, ils passent à la télé, ils vont dire nous, on est là pour défendre les agriculteurs, on rémunère les agriculteurs, venez chez nous, on paye le litre de lait 8 ou 10 centimes de plus. Alors c'est vrai, mais c'est une farce. C'est que sur une partie du litrage, c'est comme si moi j'embauchais un salarié et la première heure qu'il vient travailler chez moi, je le paye à 220 € de l'heure. Et puis toutes les heures, il fait 35 heures, j'y paye 34 heures au SMIC, quoi. Donc, en fait, ce qu'il oublie de dire, c'est, alors déjà, tous les producteurs qui sont dans cette laiterie ne sont pas logés à la même enseigne, et c'est une petite partie du litrage. Ça peut être 4%, 6%. Alors, ça peut représenter, suivant la taille de l'exploitation, de 1000 à 2000 à 3000 à 5000 € par an. Alors, c'est bien. On va pas critiquer. C'est bien. Mais ça va rapporter plus au gars qui va monter le business qu'à la paysannerie. Parce que l'enjeu, il est pas là. L'enjeu, c'est 45-63, comme c'est au Canada. Là, 45-63, on est sur du 80 à 100 000 € par an, par exploitation. Lui, il va ramener 5 000 € peut-être, ou 4 000. Bon, bah, c'est bien. Il va passer à la télé. Tout le monde va acheter sa brique de lait. Mais c'est du folklore, quoi. Ah, revenons maintenant à Gabriel Attal et sa botte de paille. Et les 3 fois, tout est prévu, tout est calculé pour que les négociations réussissent à tromper les gens. Donc les 3 rafales de soi-disant concessions. Le total fait, disons, au mieux 400 à 450 millions. C'est très peu, très très peu. Et ça ne touche qu'aux conséquences, ça ne touche pas aux causes, d'un point de vue. Vous voyez, éco-phyto, le gazole non routier, tout ce qui est le soin des zones humides, la biodiversité, tout ça, c'est des reflets, c'est pas des choses qui touchent vraiment à la façon dont ce système fonctionne. Alors, de ce point de vue-là, comment verrais-tu que l'on sorte de ce domaine des simples conséquences? On colle des bouts de sparadrap un peu partout et les gens rentrent chez eux. Comment sortir de cette sorte de farce organisée pour passer à toucher réellement au problème? Comment nourrir le monde? Comment nourrir la France? Ils chérissent les causes et ils combattent les conséquences. Donner de l'argent comme ça, en aveugle, ça va représenter autour de 1 000 € par exploitation. Pour ceux qui seront éligibles, il y aura peut-être 250 € de frais de dossier pris par les comptables. Donc ça ne répond pas du tout à la question, parce qu'entre les 6,50 € et les 100 € sur le panier de la ménagère, il n'y a même pas besoin de reverser d'argent à l'agriculture. Je dirais que c'est même un gaspillage d'État. Il suffit juste de faire son travail et de recadrer les petites souris qui mangent la galette de pain entre le départ de l'exploitation et l'arrivée chez Monsieur Leclerc ou chez Monsieur U. C'est une répartition de la valeur, c'est une répartition. En agriculture, on est dans les filières. Une filière, c'est une addition de valeur ajoutée. Si déjà, entre l'agroalimentaire et la grande distribution, on avait chacun 33%, un tiers, on ne serait pas dans la situation qu'on est. Mais c'est qu'on est loin de ça. Nous, on n'a rien. Et eux, ils ont tout. Mais toute la logique de ce système pousse à cette situation-là. Elle a poussé sur la longue histoire, disons, entre 1970, la présidence Pompidou, à peu près, Pompidou. Et aujourd'hui. Oui. Et ça s'est passé, pas de manière, des fois de manière progressive, d'une façon accélérée, puis de manière progressive. Et maintenant, est-ce que tu penses qu'on est très près de l'échéance, où il faut très rapidement mettre autre chose en place? Sans ça, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Et quand je disais qu'ils ont détricoté la loi Egalim, prenant l'exemple du lait, où en fait ils respectent en rien Egalim,
sur le prix réel qui permet aux paysans de vivre, idem en viande bovine, en mouton ou en cochon, et en plus, une fois qu'ils sont à l'intérieur du calcul, ils détricotent. Et même, c'est même plus grave que ça, c'est que quand Emmanuel Macron a lancé ça, les États généraux de l'alimentation, la coopération agricole, c'est-à-dire les coopératives en France, mais il l'avait déjà fait au niveau européen, au niveau du COPA-COGECA. Le COPA, c'est les 27 FNSEA en Europe, et le COGECA, c'est toutes les coopératives en Europe. Et ça fusionnait en 1959. C'est une seule organisation qui est une émanation de la Commission européenne à Bruxelles. Absolument. La présidente, c'est Christiane Lambert. Il avait agi déjà à la sortie des quotas par Bruno Le Maire. Il avait déjà demandé à l'exception pour la coopération agricole en Europe, c'est-à-dire que la coopérative soit reconnue comme telle, comme une organisation de producteurs. Qu'il n'y ait pas d'interface entre les dirigeants de la coopérative et les producteurs. Ils s'attribuent eux-mêmes la notion d'organisation de producteurs. Et là, sur la loi Egalim, ils ont saisi tout de suite le Conseil d'État en disant que la loi Egalim ne pourrait pas s'appliquer dans les coopératives. Alors les coopératives en Europe, en lait, ils collectent 60% du lait en Europe. En Europe. Oui. En France, c'est 50 à peu près. Parce qu'après, Lactalis, c'est un mastodonte. Bon, mais ils ont saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État leur a donné raison. C'est une ordonnance de février 2019 en disant que, comme on est en coopérative, on a la notion de l'associé coopérateur. On est détenteur de parts sociales dans la coopérative. Très peu. On a très peu d'argent dans nos coopératives. Vu l'ampleur qu'ont pris nos coopératives, c'est peanuts. Mais ils ont considéré, le Conseil d'État, que ce n'était pas une relation commerciale. Parce qu'on était détenteur de capital social dans la coopérative. Donc ils leur ont donné raison. Ça veut dire qu'ils peuvent appliquer des prix abusivement bas. Ça veut dire que la coopérative industrie agroalimentaire investit et peut se développer à travers le monde avec des holdings financières qui peuvent être en Suisse ou en Luxembourg, avec des startups. Ils peuvent garder leur associé coopérateur au RSA, et eux continuer d'engranger des bénéfices. Alors là, c'est vraiment le capitalisme à son état pur. Est-ce que tu penses qu'il faut, pour pouvoir repartir du bon pied, examiner un moratoire ou même, disons, l'annulation de certaines dettes? Oui, un plan de désendettement, qui peut se faire via la Banque de France et qui peut se transformer en rente perpétuelle. Et c'est tout à fait réalisable. Dans la mesure où derrière, on crée un modèle vertueux avec une vraie rémunération. L'enchaînement, on met fin à l'enchaînement. Oui, parce que quand on dit que c'est pas possible, c'est bien possible. Puisque, par exemple, je prends un exemple, les vétérinaires, ils ont défendu leur profession. Nous, en tant qu'agriculteurs, on n'a pas le droit d'acheter un produit vétérinaire en Italie, en Angleterre ou en Allemagne. Normalement, l'Europe, on est bien en Europe. C'est bien la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux. Eh ben, on peut pas. Ils se sont protégés. Comme les labos, comme plein de métiers qui tournent autour de nous. Nous, on peut pas aller directement, on est obligé de passer par les concessions. Si du matériel d'irrigation est fabriqué en Italie, on pourra pas aller l'acheter directement en Italie. Il faudra passer par la concession qui est en France. Ils se sont verrouillés. Alors que nous, quelqu'un qui fait des bananes, moi je connais quelqu'un dans le monde, c'est pour ça que quand on me parle des normes, ça me fait rire, je connais quelqu'un dans le monde, en Amérique du Sud, en conventionnel, pas en bio, il livre ses bananes avec une barque sur un fleuve, il vit dans une maison en bois, il livre les bananes à sa coopérative, 2 € les 100 kilos. Qui dans le monde est capable de battre un gars comme ça? 2 € les 100 kilos. Alors il a pas de cuisine incorporée chez lui, il n'a pas de salon, il n'a pas de grand écran, mais 2 € les 100 kilos, c'est absolument impossible. C'est un massacre paysan. Alors la coopérative... Mais c'est un automassacre qu'en réalité il s'afflige à son entourage et à ses amis. Bien sûr. C'est la mise en compétition des paysans au niveau planétaire entre eux. D'ailleurs, oui, c'est ça. D'ailleurs, 82%... C'est la guerre de tous contre tous organisée. 82% des pauvres dans le monde sont des paysans. Alors bien sûr, principalement en Afrique, je l'avoue. Mais c'est quand même ça la réalité. Donc ce modèle-là ne peut pas fonctionner. Sachant qu'en plus,
il y a une autre chose qu'il faut rajouter, c'est que nous, l'agriculture, c'est pas un secteur comme un autre. On a ce qu'on appelle en termes économiques le monopole des facteurs. C'est-à-dire que nous, sur des continents, lorsqu'on produit du blé, de la viande, peu importe, on a le climat, le monopole des facteurs, l'aspect climat. S'il pleut pendant 6 mois ou 2 mois, ou des sécheresses comme il y a eu en Australie, ça s'appelle le monopole des facteurs, que l'usine Renault ou Peugeot, si elle construit des voitures dans le désert, elle va construire les voitures. L'acheminement va venir. Ils vont fabriquer les pièces, ils vont travailler à l'intérieur de l'usine. Même s'il fait 50 ou s'il fait moins 20 dehors, ils vont s'équiper, mais ils vont produire. Nous, en agricole, s'il y a du gel, la vigne, il n'y en a plus. Un tas de cultures sont broyées. S'il y a des inondations, catastrophe. S'il y a des grandes sécheresses, c'est la famine. Donc, c'est très dangereux de continuer avec les chefs d'État qu'on a actuellement, qui sont pour moi des incompétents, et qui mettent l'agriculture en compétition au niveau mondial. On va vers de graves problèmes. On y est déjà. Oui, déjà. Il y a à peu près, dans le monde, 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Oui. Et 2 milliards qui ont accès à une eau douteuse. Oui, en Inde, beaucoup, le Gange. Et alors après, les modèles qui marchent, c'est la Suisse. La Suisse se protège, c'est-à-dire que tant qu'ils ont leur autonomie, tous les produits, tant que les produits qu'ils ont dans leur pays ne sont pas consommés, ils mettent une taxe qui est très importante, plus de 200%, 300%. Et après, bien sûr, ils n'ont pas de frontières. Quand ils ont plus de fraises ou de produits, ils les laissent rentrer. Mais tout pendant qu'ils ont leurs produits, ils laissent pas les produits étrangers venir pour effondrer leurs cours. On a eu récemment, avec le conflit en Ukraine, l'exemple de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, qu'on dit non, nous on veut pas des céréales ukrainiennes pour ruiner nos paysans. Ils ont dit non. Ça, c'est une mesure de souveraineté. On a le Canada, avec Monsieur Trudeau, le père de Trudeau actuellement, qui dans les années 80 a fait la gestion de l'offre, et au niveau du lait, justement, Lactalis est là-bas, ils sont payés 63 centimes avec la gestion de l'offre. Et c'est bien les paysans, à travers leur gestion de l'offre, leur coopérative qui gère les volumes, c'est bien le paysan qui fait la facture. Et ils sont pourtant dans une zone de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Mais le Premier ministre de l'époque, il a dit à un moment donné, stop, on arrête nos conneries, on protège le lait, et il y a les œufs, je crois aussi. Donc, on doit partir du bon pied, c'est-à-dire que l'agriculture soit un métier qui marche parce qu'il est nécessaire à l'être humain, que le prix soit un prix qui rémunère les conditions de production et de développement, qu'il y ait un moratoire ou une annulation de certaines dettes pour remettre à flot les exploitations, et un système de modulation de protection par rapport à ce qui est nécessaire pour maintenir une production nationale qui soit le plus près possible de l'autosuffisance. Oui, de la souveraineté. La souveraineté. On appelle la souveraineté. C'est pas les paroles d'Atta, la souveraineté. Souveraineté, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, d'avoir une vraie souveraineté. Maintenant, il faut pouvoir avoir une politique qui puisse réaliser un accord avec les autres. On a besoin d'un accord entre la France, par exemple, et l'Europe, si elle en était capable, avec les pays du Sud global, ce qu'on appelle le pays du Sud global. C'est là, il faut des accords, une coopération. Et cette coopération peut être faite dans l'échange, dans les deux sens, à un juste prix. C'est la seule façon de parvenir à un échange, un juste prix pour eux, pour leurs producteurs, et juste prix pour nous, pour nos producteurs. Et là, aujourd'hui, qui détient les manettes? C'est les financiers, c'est l'oligarchie financière qui détient les choses. Et les différents gouvernements, dont le gouvernement français, ne sont que le reflet de ce rapport de force auquel on consent. C'est un petit groupe de personnes, c'est la trilatérale, des gens comme ça. Et en fait, le fait d'aller comme ça sur le tous contre tous, le libre-échange, le moins-disant social et environnemental, met les gens en compétition, et en fait, ça détruit nos emplois. Parce que comme il faut qu'on baisse nos prix pour arriver à exporter ou tenir nos productions, on est quand même dépendant maintenant à plus de 30% de notre alimentation.
60% dans les moutons, 71% les fruits, 28% les légumes, 50% les poulets. Bon, et le problème de ça, c'est que même les Allemands, à un moment, nous ont pris pas mal de parts de marché, ils ont exporté à travers le monde, mais ils ont fait travailler 5 millions de travailleurs allemands des pays de l'Est à 500 € par mois. Personne n'en a parlé de ça. Non, les Bulgares et les Roumains. Voilà, qui l'ont mis dans l'industrie agroalimentaire, dans les abattoirs. Oui. Mais quand on regarde, quand certains nous disent, vous êtes pour mettre des frontières, on n'a jamais dit que vous voulez mettre des frontières, on a dit qu'on voulait faire le commerce international sur la base de la coopération et axer le maximum nos pays sur la souveraineté. Quand on regarde l'Allemagne, ils ont quand même été à plus de 200 milliards d'euros d'exportation, tout confondu par an, ils ne le sont plus. Mais ils ont été à 210, 220. Nous, on n'a jamais été à ce niveau-là. Mais quand on compare l'Allemagne et la France, normalement, eux, ils devraient avoir beaucoup moins de chômeurs que nous. Or, si on compare à catégorie égale, il n'y a que 900 000 chômeurs d'écart entre la France et l'Allemagne. Donc, avec leurs 220 milliards qu'ils ont atteint par moment de balance commerciale par rapport à nous, eux, ils auraient dû avoir peut-être 3%, puis nous 18%. Donc, ça veut dire que le libre-échange, l'exportation à tout va, n'est pas synonyme de bonne santé, parce qu'en fait, ils sont obligés... Ça veut dire que c'est pas pour le peuple et par le peuple. Mais non, parce que ça appauvrit le peuple, parce qu'il faut baisser le SMIC, faut baisser le prix et les salaires pour arriver à exporter. Alors, c'est une conférence de Michel Pébreau dans laquelle il disait à un certain moment, c'était un cercle restreint, c'est il y a quelques années, où il disait, vous savez, un SMIC bas, c'est nécessaire parce que ça permet d'exporter. Oui, donc on a besoin d'un SMIC bas. Oui. Alors quelqu'un a levé la main dans la salle et a dit, si je comprends bien, l'idéal c'est une société d'esclaves parce que là on exportera beaucoup. Et Michel Pébreau a eu un sourire, il est allé vers la personne et il lui a dit, c'est pas ce que je voulais dire. Alors l'autre l'a dit, mais c'était bien la conséquence de ce que vous dites. Nous pourrons en discuter plus tard. Oui. Donc voilà, on est dans cette logique-là. Alors même si on ne veut pas consentir aux dernières conséquences de cette logique, c'est dans la logique qu'on se trouve qui est destructrice pour tout le monde. Oui. Alors il faut passer à un système qui soit gagnant-gagnant. Alors après, on a un autre problème, c'est que dans les considérations économiques qui sont prises en considération par les chefs d'État, ils ont pas, lorsqu'ils sont dans les négociations internationales, ils n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Et le problème de l'agriculture, c'est qu'il le quantifie d'un point de vue économique sans tenir compte de l'entretien de l'espace des 31 millions d'hectares qu'on entretient, avec les forêts et tout cet entretien du territoire qui permet d'avoir ce qu'est la France, d'avoir le Tour de France, sa gastronomie, ses paysages et tout, ça rentre pas dans le calcul économique. Et dans le calcul économique, eux, ils regardent les 76 milliards d'euros qui est le chiffre d'affaires de la ferme France. Bon, l'industrie agroalimentaire fait 220-230 milliards d'euros sur un produit intérieur brut de 2500. Donc un chef d'État, moi j'ai entendu ça plein de fois, Sarkozy, tous, Hollande, tous, ils nous ont tous raconté ça. Venez pas nous emmerder avec vos poulets, vos vaches et votre lait. Faut mieux pour nous vendre Airbus, faut mieux vendre le TGV, faut mieux avoir Bouygues qui va prendre des parts de marché ou Vinci. Venez pas nous emmerder avec vos vaches. Et on sert de monnaie d'échange. Oui, c'est une conception absolument financière des choses, encore une fois, basée sur la monnaie. Il faut passer à un système où il y ait une base dans les accords qui soit les produits nécessaires à la vie humaine et au développement futur. Donc, il faut une véritable écologie, c'est où on mesure les conséquences de ce qu'on fait, et pas un capital financier qui capture l'écologie pour en faire un domaine nouveau de rentabilité. Parce que ça tombe dans l'escarcelle de ces gens-là. Donc, il faut qu'on crée un système. Alors, c'est à ce moment-là que l'agriculture, qui est le premier droit humain, c'est une manger. L'agriculture touche à tous les problèmes de la société d'aujourd'hui, dans le monde et en France. Parce que ça rebondit sur la santé, l'alimentation. L'agriculture, c'est environnement et c'est santé. Parce que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est et c'est la santé derrière. Tout ce qui est antibiotique, tout ça, ça a un impact terrible sur la santé. Mais ça, ils veulent pas le mesurer. C'est pas, ils veulent pas, et je crois qu'ils en sont pas capables parce qu'ils ne voient pas à plusieurs années devant eux. Ils voient l'immédiat, ils voient la logique financière,
qui a un profit sur un bilan de l'année ou de l'année C'est ça. d'après, maximum. C'est ça. Et pas une vision à long terme. C'est ça. Donc ils ne sont pas capables. C'est ça. Non seulement ils ont intérêt à ne pas être capables parce qu'ils sont dominés par des intérêts qui les maintiennent dans cette situation, mais eux-mêmes ont perdu l'imagination de voir le long terme. Et nous devons redonner l'imagination à un pays, à un monde. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que par rapport à tout ce que nous parlons sur l'agriculture, il faut une nouvelle architecture qui soit une architecture de développement économique mutuel dans le monde et de sécurité, parce que sans ça, on va tout droit à la guerre. Parce que la guerre de tous contre tous, c'est dans l'agriculture, mais c'est aussi dans la politique entre États. Ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza, ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, c'est des symptômes de cela. Donc, il faut arrêter ce monde qui est un train fou. Bien sûr. Et remettre des êtres humains au poste de pilotage. Oui, parce que de toute façon, le modèle agricole, ils ont compris, il est perfusé, donc l'équivalent du salaire médian par 53 millions d'adultes, ils ont compris que c'était un non-sens économique. 76 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si on regarde bien les gens qui sont capables de vivre sans subvention, c'est 5-6% des paysans, si on enlève toutes les aides. Donc c'est devenu un non-sens économique parce que le prix agricole, il est basé sur un prix d'appel mondialisé. Comme si demain on sortait un salaire mondialisé d'une infirmière, un salaire mondialisé d'un coiffeur. Je sais pas, un coiffeur, il serait peut-être à 2,70 €. Je sais pas si quelqu'un pourrait couper les cheveux à 2,70 € en Europe. Donc, on est vraiment dans un non-sens total. Aujourd'hui, la direction, on la voit, en particulier en France. On perd l'agriculture, on perd une grande partie de l'industrie. On pensait que en important, ça irait mieux, qu'on ferait venir de l'argent de l'extérieur, cet argent de l'extérieur allait aider les services chez nous, qu'avec ça marcherait. Bref, à l'extrême limite, comme disait un jour cyniquement Laurent Fabius, au mieux on plante chez nous un panneau avec musée, et au pire, on est complètement dépouillé. Complètement dépouillé. Donc voilà, on ne peut pas admettre ce destin-là. Alors, est-ce que... Oui, parce que ce schéma-là, en fait, on est parti de plusieurs millions après-guerre, voilà, et en fait, on produit plus de lait qu'après la guerre. On produit autant de lait et autres avec beaucoup moins d'agriculteurs. Et en fait, le gâteau de la PAC des 8 milliards, 8 plus 1, parce qu'il y a 1 milliard d'aide à la production. Et aujourd'hui, on est 385 000 agriculteurs. Il faut enlever 90 000 pour avoir le nombre de fermes. On est 295 000 fermes, peut-être 293 000, plus 18 000 en Outre-mer. Mais eux, qui pensent qu'économie, ils savent très bien que demain, on peut descendre à 100, 120 000 exploitations. L'Union européenne, dans le dossier de l'Union européenne, il y a ça. Oui. Ils y pensent. Oui. Parce que ils ont perdu le sens des proportions qui permettent de connaître ce qui est une réalité ou pas. C'est ça. Donc on est dans en permanence dans ces restructurations à marche forcée où on dit à un agriculteur qui a 70 hectares, demain il en aura 70, puis peut-être après-demain 370. Tout ça pour prélever 1000 ou 1200 €. Donc, on marche sur la tête, quoi. Alors, je pense qu'il est très important de montrer aux gens comment on les a détruits et comment on a volontairement pratiqué cette logique-là au nom d'une accumulation du capital financier. Je pense qu'aujourd'hui, il devient beaucoup plus important de leur donner l'espoir de comment on peut faire autre chose et dans quelles conditions. Alors, comment on peut faire autre chose? Et ce qui est important dans l'agriculture, ce qui nous a aussi beaucoup manqué, je pense que c'est pas lié qu'à la France, mais il y a un élément majeur, la plupart d'entre nous, il y aura une évolution avec les néo-ruraux, qui sont pas d'origine agricole, ils vont faire changer les mentalités agricoles, il y aura un plus de ce côté-là, mais ça sera lent. Mais la plupart d'entre nous, on a pris derrière nos parents. Et par rapport à l'éducation qu'on a eue et la formation, on a été formaté dans les lycées agricoles à produire, c'est toujours le cas aujourd'hui, produire, et on nous a pas donné les bons éléments avant de s'installer, c'est-à-dire comme tout chef d'entreprise, un business model pour voir quels moyens on avait d'interaction dans nos exploitations pour améliorer nos données économiques. Et si on avait fait un business model, on se serait aperçu très rapidement qu'on avait un retour sur investissement de négatif ou de 1 à 2% dans les capitaux agricoles, pendant que c'est 12 à 15 dans l'industrie et 25 dans les services, et que, en fait, comme il y a des oligopoles en face de nous, qui ont la facture,
on est pieds et mains liés. En fait, on n'est même pas des prestataires de services. Parce que, en fait, on est attaché à l'industrie agroalimentaire qui détient les abattoirs, les laiteries ou les coopératives fruitières, légumes, etc. Faut redonner l'indépendance et le carnet de factures aux paysans qui a été prise par l'industrie agroalimentaire qui, elle, ensuite se bat avec les centrales d'achat. La coopérative, c'est important. Les coopératives sont nées en 1635, Michel Buch, coopérative de tissu à l'époque. Tissu, oui. Mais après les coopératives, la génération, la nôtre, avec lesquelles on travaille sur les statuts, elles sont nées en 1844, les lois Rochdale en Angleterre, 1844. Les statuts ont été retoilettés dans les années 30, mais le fondement de la coopérative est resté des lois Rochdale. Il suffit d'aller sur Internet, taper loi Rochdale, Constitution des coopératives, et il est bien notifié, c'est là qu'on voit la dérive du modèle capitaliste, qu'à un moment donné, dans l'essence même du prolongement de l'exploitation à la coopérative doit veiller à l'évolution sociale du membre coopérateur, c'est-à-dire de l'associé coopérateur. Alors moi je dis toujours, depuis ces 30-40 dernières années, quelle est l'évolution sociale de l'associé coopérateur, du paysan, en euros constants, et quelle a été l'évolution sociale ces 40 dernières années des cadres dirigeants et des salariés de la coopérative, qui ont un niveau de vie qui s'est amélioré, et c'est tant mieux. Mais les paysans, ça a été l'esclave du système. Alors, il y a une logique qui aggrave encore cette domination du financier en France. C'est la maladie du contrôle et les divisions en catégories. Donc, si on ajoute ça au financier, on crée une situation d'étouffement. Et je pense que c'est les agriculteurs, quand ils se fixent sur les normes, c'est vrai, c'est une question importante, mais c'est pas la principale, bien entendu. Non, mais quand ils se fixent sur ça, ils voient cela comme des sortes de cordes avec lesquelles on les attacherait. Oui. Et ils ne supportent pas d'être attachés, alors qu'à côté, il y en a d'autres qui circulent librement. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle de la concurrence déloyale qui arrive aussi dans d'autres pans de l'industrie, Oh, bien sûr. où il n'y a pas les mêmes normes. Moi, je ferai, oui, là je suis d'accord que c'est pas normal, moi je ferai également une autre analyse qui est vraie, pas que pour la France, mais ce qu'on parle de la France, quand un pays perd son industrie, effondre son industrie et son agriculture, pour combler les emplois, malgré qu'on ait qu'autour de 28 millions de travailleurs dans la machine économique sur 37 millions potentiels, parce qu'on a du chômage et tout, on crée ce que j'appelle du travail parasitaire, parce que quand on descend les emplois industriels et qu'on descend les emplois agricoles, après c'est des emplois tertiaires. Et quand on a beaucoup d'emplois tertiaires, ils se reproduisent des contrôles eux-mêmes, ils se créent des normes eux-mêmes, ils se créent des services eux-mêmes, ce qui devient du travail parasitaire franco-français. Mais moi je pense que c'est parce qu'on n'a plus d'industrie et plus d'agriculture. Ce qui serait naturel, oui, c'est que les producteurs et les consommateurs fassent ensemble. Ils ont le même intérêt. Oui. Or, qu'est-ce qui se passe pour que ce soit pas le cas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le consommateur? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, on est en train de travailler, nous, avec, j'ai une association de collègues qui travaillent avec moi, je donne un coup de main, qui s'appelle le SAMU social agricole national, et il y a des gens dans ce SAMU social qui travaillent sur des projets alternatifs pour, à l'échelon des territoires, passer directement aux consommateurs, sur tout ce qui sera possible au niveau des produits alimentaires. Et donc, c'est en cours de projet. On va pas trop dévoiler, parce que si on dévoile les choses avant, il y en a qui nous piquent l'idée ou qui mettent des barres dans les roues. Mais on est en train de essayer de court-circuiter ces oligopoles financières pour aller directement vers le consommateur. Et on a beaucoup de consommateurs qui nous appellent pour aller dans ce sens-là. Et le message que je veux passer, c'est celui-là. Il faut garder un message d'espoir, parce que je pense qu'il y a des solutions. Faut qu'on rebondisse faut qu'on bouge, faut qu'on change notre système, notre modèle, et qu'on aille vers les consommateurs qui aujourd'hui sont des consommateurs contribuables. En fait, par leurs impôts, ils donnent l'équivalent de 1950 €, même ceux qui sont pas imposables, parce qu'avec la TVA, les impôts indirects,
ils financent un modèle qui fait mourir les paysans. Eux, ils payent ça cher. Hein, et ils entendent toujours les paysans se plaindre. Ils disent ils font que de se plaindre, ils gagnent pas leur vie. Nous, on paye les produits chers, ils font que de se plaindre. Donc, faut qu'on trouve un autre circuit. Et c'est au niveau national et au niveau des territoires ou au niveau des territoires? C'est au niveau national. National. Ça va se développer par département. C'est ça, mais par département. Oui, mais c'est dans toute la France. Oui, dans toute la France. Et c'est déjà démarré. Mais bon, c'est discret, parce qu'il faut qu'on travaille avec aussi des élus. On peut pas faire ça seul. Hein, c'est à l'échelon des territoires, et c'est avec les collectivités. Les cantines, toute la restauration collective et tout. Il y a plein de choses à faire. Et on n'a pas besoin d'Ursula von der Leyen pour faire ça. C'est le faire ensemble. C'est le faire ensemble. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On se reverra. On se reverra, merci. Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci.